bienvenue à ce midi-conférence sur le marché du travail, rareté de main-d'œuvre et besoins d'éducation. Alors, mon nom est Yves Saint-Maurice, je suis économiste et je collabore régulièrement avec la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce midi-conférence sur le marché du travail, rareté de main-d'œuvre, besoins d'éducation, qui est en fait notre 4e midi-conférence dans notre grand programme En route vers les élections du Québec 2022, les enjeux de finances publiques, dont l'objectif essentiellement, c'est d'alimenter votre réflexion sur les grands enjeux des prochaines élections qui auront lieu le 3 octobre prochain. Le tout va se terminer par une septième activité qui va être un débat électoral sur la fiscalité et les finances publiques. Donc, cela dit, après avoir discuté d'environnement, de changement climatique en avril, de santé en mai, aujourd'hui, on va discuter essentiellement de marché du travail, rareté de main-d'œuvre, besoins d'éducation. Donc, deux sujets qui sont pas mal d'actualité encore aujourd'hui, des grands enjeux pour les prochaines élections et deux sujets qui sont aussi, d'après moi, intimement reliés. Donc, on a beaucoup parlé de rareté de main-d'œuvre ces dernières années. Je pense que c'est clair, la principale cause, c'est le vieillissement de la population. Simplement dit, là, si on regarde les chiffres, si on regarde le grand nombre, le grand groupe des 55-64 ans qui vont prendre leur retraite au cours des 10 prochaines années, en fait, qui vont quitter le marché du travail, on l'estime qu'ils vont cette masse de groupe d'âge va diminuer d'environ 200 000 personnes. Pour prendre la relève de ces gens-là qui quittent le marché du travail, on compte sur les 20-29 ans, alors qu'il y a environ 60 000 personnes qui vont rentrer dans cette catégorie d'âge. Donc, déjà, on voit qu'il y a un déséquilibre assez grand. Le déséquilibre est encore plus grand quand on pense que si on veut assurer une croissance économique, puis là, on parle de croissance économique importante parce que croissance économique dit accroissement de richesse, dit aussi s'assurer de payer des services publics, justement, à la hauteur de nos ambitions. Donc, c'est important. Donc, on voit que le déséquilibre est encore plus grand quand on tient compte de cet élément-là. Donc, en regardant ça, j'ai des questions qui me viennent rapidement à l'idée. C'est que, est-ce que le Québec, notamment au niveau des entreprises, est-ce qu'ils sont bien outillés, justement, pour faire face à cette pénurie de main-d'œuvre qui s'en vient au cours des prochaines années, qui ont déjà dedans aussi, qu'on le ressent déjà actuellement? Est-ce que la formation des travailleurs est adéquate, justement, pour faire face à ce défi-là? Puis est-ce que notre système d'éducation aussi est bien outillé pour, justement, permettre à la société québécoise de relever ce défi de rareté de main-d'œuvre? Donc, c'est des grandes questions que j'ai à poser à mes deux conférencières d'exception que j'ai aujourd'hui. Alors, d'abord, j'ai Sylvie Raté, qui est économiste principale à la Banque de développement du Canada, à BDC. Donc, bienvenue, Sylvie. Et j'ai Catherine Hack, qui est professeure à l'UQAM, au département des sciences économiques de l'UQAM. Donc, bienvenue à vous deux et je suis bien content de partager le plateau aujourd'hui avec vous deux. Donc, le déroulement de la midi-conférence sera relativement simple. Donc, Sylvie et Catherine vont faire une présentation d'environ 15 minutes chacune. Ensuite, je vais animer une période de questions. Donc, j'incite justement ceux qui sont à l'écoute de poser vos questions dans la section questions et réponses de votre Zoom et je serai la courroie de transmission pour transmettre justement les questions à nos conférencières. Alors, sans plus tarder, Sylvie, je te cède la parole, puis j'espère que tu vas nous aider peut-être à trouver des solutions, justement, pour faire face à cette rareté de main-d'œuvre qui, d'après moi, est quand même, doit donner du fil à retordre, justement, aux entreprises au Canada et au Québec. Alors, Sylvie, je te laisse la parole pour ta présentation. Merci beaucoup, Yves. Sans plus tarder, merci pour l'invitation. Plaisir. Dans ma présentation, je vais faire deux choses essentiellement. Je vais parler de l'impact de la pénurie de main-d'œuvre sur les PME. L'impact est important. Et des stratégies. Quelles sont les stratégies que les entrepreneurs peuvent adopter pour tirer leur épingle du jeu dans le contexte actuel? Donc, si on parle de l'impact, pour commencer, comme tu en as parlé, là, on est dans un contexte là, où la croissance de l'offre de travail, les employés disponibles, les 15-64 ans, est très faible. Et il y a un écart important entre l'offre de travail à cause du vieillissement de la population, à cause du fait que l'immigration a été ralentie due à la pandémie. On voit là, que la courbe rouge, il y a eu un ralentissement, un aplanissement de la courbe, à cause du fait aussi de la pandémie, tout simplement parce que les travailleurs n'étaient pas disponibles pour se présenter à leur travail. Et on est dans un contexte, durant les années 2000, de 2000 jusqu'à 2030, où la demande reprend. La demande a repris en force. Là, on ne sait pas ce qui va arriver
pour les prochains mois, pour la prochaine année. Peut-être que ça va fléchir un peu, mais c'est des prévisions qu'on a faites là, à la BDC sur l'écart entre la demande de travail, la demande des travailleurs, des entrepreneurs, pardon, et l'offre de travail. Donc, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre encore pour au moins une dizaine d'années. C'est ce qu'on entrevoit. Donc, on n'a pas le choix de trouver des solutions. Quand on regarde en premier lieu, justement, quel est l'impact de la pénurie de main-d'œuvre sur les entrepreneurs québécois, ce qu'on voit, c'est qu'ils ressentent l'effet avec beaucoup d'acuité. 60 ont de la difficulté à embaucher et le tiers des entrepreneurs québécois ont de la difficulté à retenir leurs employés dans le contexte actuel. On sait que pour les entrepreneurs, pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises, moins de 500 employés, ils concurrencent avec les plus grandes entreprises, donc ils ont souvent plus de difficultés là, à embaucher puis à retenir leurs employés. Donc, c'est un phénomène, comme on le voit dans la prochaine diapo, qui est pan-canadien. Donc, tous les dirigeants d'entreprise ont de la difficulté à embaucher des travailleurs et à retenir leurs employés, mais le problème se vit avec plus d'acuité au Québec. 60 difficulté d'embaucher, 34 le tiers ont de la difficulté à retenir. Donc, un taux de roulement très élevé aussi. Donc, évidemment, ça cause un risque important pour la croissance de l'économie, la croissance des entreprises et la compétitivité des PME en particulier. Ils fonctionnent un peu en dessous de leur potentiel. On fait beaucoup d'enquêtes à la BDC auprès de nos clients et d'autres entrepreneurs québécois, canadiens. On fait beaucoup d'analyses, de recherches aussi. On en a fait quelques-unes sur cette question-là. Puis, dans une des dernières recherches qu'on a publiées cette année, on a posé plusieurs questions sur l'impact de la pénurie sur leur entreprise. Puis, en premier lieu, véritablement, ça limite leur croissance. La demande est de la part de leurs clients, autant les grands donneurs d'ordre que les consommateurs, elle est forte. Donc, ça, ils n'ont pas de difficulté, mais du fait du manque de travailleurs, ils n'arrivent pas à remplir leur carnet de commandes, à répondre à la demande qui est forte. Autre impact important, ça oblige autant leurs employés qu'eux-mêmes à travailler de plus longues heures. Et on l'a vu pendant la pandémie, ça a été très difficile. Les problèmes de santé mentale chez les entrepreneurs ont été plus élevés, donc ça cause un stress important. La moitié des entrepreneurs nous disent qu'ils ont dû augmenter leur salaire et offrir des meilleurs avantages sociaux. Donc ça, évidemment, ça a un impact sur les marges de profit. Et dans un contexte d'une PME qui n'a pas toujours la possibilité de refiler l'augmentation de coûts aux consommateurs, aux clients, bien, ça limite là, leur possibilité, leur marge de profit, donc leur compétitivité. Ça met leur compétitivité un peu plus en péril. Et 44 des entrepreneurs nous ont dit que ça accentuait là, le problème là, de délai de livraison, puis ça crée de l'insatisfaction de la part de leurs clients. Le problème se vit avec plus d'acuité en région qu'en ville et de façon différente. Donc, ce qu'on observe en région, c'est plus difficile d'embaucher, mais un peu moins difficile de retenir les travailleurs. Donc, on voit des différences là, à cet égard-là. Et on a posé des questions dans le contexte actuel. Là. Quelles sont les difficultés véritablement? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de candidats disponibles quand vous ouvrez des postes ou il manque de compétences? Les candidats n'ont pas nécessairement les compétences générales ou techniques recherchées. Puis ce qu'on voit, c'est un mélange des deux, dans le fond. Manque de candidats, manque de compétences en fonction des compétences requises, manque d'expérience aussi. Souvent, les salaires, les avantages sociaux offerts par les entrepreneurs sont en dessous des attentes. Et aussi, bien, la concurrence, elle est très forte. Donc, si on regarde en particulier cette question-là, manque de candidats versus manque de compétences, on voit que, encore une fois, le Québec se démarque un petit peu. 63 nous disent que le problème de pénurie de main-d'œuvre se manifeste principalement par un manque de candidats. 32 un manque de compétences. Donc, le problème de manque de compétences semble être moins important au Québec, mais c'est vraiment la rareté là, de la main-d'œuvre disponible qui est le véritable problème pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises québécoises. Si on regarde par secteur d'activité maintenant, le manque de candidats
C'est un problème particulier dans des secteurs comme l'hébergement, la restauration, agriculture, pêche, foresterie, transport, entreposage aussi. C'est des secteurs, là, maintenant qu'on a fait un virage là, vers le commerce en ligne, la pression est très, très forte. On manque de candidats dans ces secteurs-là et aussi dans les secteurs ici privés d'éducation, santé, services sociaux. Il y a véritablement un problème plus important. Et si on regarde par secteur d'activité, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ce sont le manque de candidats ou le manque de compétences? Pour le manque de compétences en particulier, dans la fabrication, le problème se vit avec plus d'acuité. C'est plus difficile de trouver des travailleurs qui ont déjà les compétences requises, des compétences techniques des fois plus pointues. Services professionnels, services aux entreprises, mais en deuxième lieu, le secteur des TIC en particulier, on le sait que c'est un secteur pour lequel la demande est très, très forte. Puis dans le fond, les entreprises partout au monde s'arrachent les gens qui ont ces compétences-là plus importantes. Puis aussi, on a le secteur minier, pétrolier, gazier. Donc, je fais un petit tour d'horizon de l'impact sur les PME où les problèmes se manifestent avec plus d'acuité. Là, je vais regarder les stratégies d'adaptation. Quelles sont les stratégies qui ont le plus d'impact pour pallier aux problèmes actuels et tirer son épingle du jeu? Si on pose la question aux entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils ont fait au cours des 12 derniers mois pour pallier aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre? Parmi les solutions les plus couramment utilisées, c'est offrir des conditions de travail flexibles. Je vous avoue que ça allait de soi un peu dans un contexte où il y avait beaucoup de télétravail. Ensuite, ils ont fait de la formation de leurs travailleurs moins qualifiés, de la requalification des employés à l'interne. Le CAR recrute davantage de jeunes travailleurs, d'étudiants. Ils ont recours davantage aussi aux pigistes. 10% seulement recrutent des immigrants, des travailleurs étrangers, et 10% ont automatisé certaines fonctions de l'entreprise. Puis, à peu près la même proportion, 9%, font appel à des travailleurs plus âgés qui étaient à la retraite et qui reviennent sur le marché du travail. Donc ça, ce sont parmi les principales stratégies adoptées par les dirigeants d'entreprise. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des analyses statistiques économétriques pour voir si on contrôle pour la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la région au Québec, au Canada, le nombre d'années d'existence de l'entreprise et des particularités au niveau des entrepreneurs, le sexe, l'âge, la diversité au niveau des chefs d'entreprise, des hommes et des femmes d'entreprise. Puis on regarde parmi toutes les stratégies qui ont été adoptées, lesquelles ont le plus d'impact pour réduire le problème de pénurie de main-d'œuvre et faciliter l'embauche. Et nos analyses ont démontré qu'il y a 4 grandes stratégies qui ont le plus d'impact pour pallier au problème, et je vais vous les présenter dans l'ordre. Première stratégie, et ça tombe sous le sens, c'est d'adopter les nouvelles technologies et de l'automatisation. Donc, finalement, c'est assez simple, c'est de faire une substitution entre le travail et le capital, le plus possible. Puis on a vu tout à l'heure que seulement 10% des entreprises qui ont augmenté leur niveau de numérisation, d'automatisation. Donc, nos analyses démontrent que 61% des entreprises qui ont adopté l'automatisation qui disent que c'est facile d'embaucher versus 38% dans le groupe d'entreprises qui n'ont pas adopté des mesures d'automatisation additionnelles. Donc, on voit clairement là, que c'est une stratégie qui est efficace. Et l'automatisation, évidemment, on pense au secteur manufacturier, on pense à la robotisation, la numérisation, mais dans les faits, c'est viable et valable dans tous les secteurs d'activité, dans les services, et ça permet d'être plus productif, ça permet d'augmenter la satisfaction des travailleurs, réduire le nombre d'erreurs, d'éliminer les tâches répétitives. Il y a énormément d'avantages et ça s'applique, encore une fois, dans tous les secteurs d'activité. On pourra en parler davantage si vous voulez. Deuxième stratégie qui a le plus d'impact pour pallier au problème de pénurie de main-d'œuvre, c'est d'avoir un processus d'embauche qui est formel, de standardiser son processus d'embauche, d'avoir des descriptions de tâches claires, de planifier, de recruter pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'on veut embaucher, on minimise les efforts puis on est efficace.
Et ça aide aussi. Il y a plein de stratégies là, qui peuvent nous permettre aussi d'aider à trouver les candidats plus rapidement, puis les meilleurs candidats pour notre entreprise. 52 des PME qui ont adopté un processus d'embauche beaucoup plus formel trouvent qu'il est facile d'embaucher. C'est une proportion élevée. C'est vraiment... Ça tombe sous le sens, ça a l'air évident, mais ce qu'on remarque, c'est le 3/4 des entreprises au Québec qui n'ont pas de processus d'embauche formel au niveau de la PME. On parle des plus petites entreprises, évidemment. Donc, ça vaut la peine d'insister sur cette question-là. Puis c'est la mesure qui a... une des mesures qui a le plus d'impact. Troisième mesure, c'est d'avoir un programme de rémunération globale. Non seulement un salaire compétitif, mais des avantages socio-concurrentiels, d'avoir des modalités de travail flexibles, d'offrir du mentorat. Donc, c'est de bonifier tout le package qu'on peut offrir à nos employés. Et ça, ce qu'on voit, c'est que ça a beaucoup d'impact sur l'attraction, mais beaucoup sur la rétention des employés pour fidéliser. Donc, les entrepreneurs qui ont une offre de rémunération globale plus importante sont 1,4 fois plus susceptibles de fidéliser, d'être capables de fidéliser les employés en entreprise. Et ça, c'est important parce que on sait que ça coûte cher, employer des nouveaux travailleurs, parce qu'il faut les former. Donc, c'est vraiment essentiel là, de miser là-dessus et de s'assurer de conserver les employés qu'on a actuellement, dans le contexte actuel. Puis la quatrième stratégie, c'est de miser sur l'inclusion et la diversité et d'élargir le plus possible le bassin de travailleurs potentiels. Donc, les nouveaux immigrants, les travailleurs retraités, les jeunes travailleurs. C'est un bassin qui représente grosso modo là, 400 000 travailleurs et qui est sous-exploité, comme on l'a vu dans les diapos précédentes. C'est vraiment très, très important de miser là-dessus. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Et sur ça, Catherine, je te passe la parole. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Super, très intéressant. Belle présentation. Il y a deux éléments qui m'ont interpellé là-dedans. Tu as parlé quand même d'automatisation, peut-être ça, dans des premières, finalement, solutions, qui, pour moi, m'allument dans le sens où on veut augmenter la productivité. Hein, c'est un peu ça. Donc, l'objectif, c'est ça. La productivité, ça veut dire qu'on va avoir besoin des gens qui sont formés, des gens qui sont bien éduqués. Puis on sait que les grands changements de société, souvent, ça passe par l'éducation. Hein, donc, c'est quand même un élément important. Puis l'autre élément qui m'a vraiment interpellé aussi, c'est où tu parles de... Il y a deux éléments. Il y a un manque de candidats qui est plus criant au Québec, mais aussi le manque ou l'inadéquation souvent entre les compétences demandées par les entreprises puis les compétences offertes par les travailleurs comme tels. Et ça m'amène vers justement Catherine, qui va probablement nous parler d'éducation, hein, qui va sûrement peut-être nous trouver peut-être des solutions, des pistes de solutions justement pour améliorer l'efficacité du marché du travail. Alors, Catherine, qui est spécialiste en économie de l'éducation aussi, économie du travail. Donc, je te laisse la parole justement pour ta présentation et nous aider peut-être à trouver des solutions pour améliorer le marché du travail. Bon, merci, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, effectivement, là, je vais me centrer beaucoup dans cette présentation-là, sur le marché du travail et l'adéquation avec les besoins du marché du travail en termes d'éducation. Donc, pour continuer là, sur la lancée des présentations qu'on a faites jusqu'à présent, je vais juste vous remettre en contexte, là, dans le fond, le marché du travail au Québec pendant la pandémie, de quoi il y a eu l'air. Donc, on voit ici, dans le fond, l'emploi, le chômage et le pourcentage hors de la population active par rapport à février 2020, donc juste avant que la pandémie frappe. Et cette figure-là est une figure qui provient du Québec économique, qui a été faite par Fabienne Lange, celle-là, et que j'ai étendue pour les biens de la présentation aujourd'hui. Donc, j'ai allongé la période d'observation. Et en fait, durant la présentation, je vais me baser beaucoup sur des travaux qui ont été faits par les chercheurs du Québec économique, par les chercheurs du Cyrano et certains autres travaux de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants. Donc, commençons par le Québec économique. Donc, ici, ce qu'on voit, si on se compare à février 2020, là, ce que vous voyez au début, c'est que le marché du travail, à partir de janvier 2019 jusqu'à février 2020, est quand même, somme toute, assez stable. Donc, par rapport à février, les trois courbes là, sont relativement stables. Puis, ce que vous voyez tout de suite après, c'est le choc de la pandémie. Donc, le choc très, très fort qui s'est surtout vécu en avril, là, qui a été le plus grand partie du choc. Et puis, on voit la récupération après. Puis, la récupération qui a été quand même assez, somme toute, assez rapide et assez surprenante, je dirais, pour plusieurs économistes. Là, on ne s'attendait pas à ce que ça rebondisse aussi rapidement. Donc, le marché du travail est quand même, somme toute, résilient. Mais ce qu'on voit vers la fin, là,
là, si on s'approche d'aujourd'hui, les dernières données, c'est mai 2022, on voit qu'on est de retour ou même un peu mieux que ce qu'on était avant la pandémie. Mais on sait par ailleurs qu'on a des pénuries de main-d'œuvre. Donc, on est de retour à la capacité qu'on était capable de fournir avant la pandémie. Le pourcentage d'emploi est similaire. Le pourcentage de la population hors emploi est similaire aussi. Et le taux de chômage est quand même très, très bas, à environ 2,6 % là, au mois de mai. Donc, on sait qu'on a par ailleurs, en même temps qu'on est de retour, on sait qu'on a des pénuries de main-d'œuvre, qu'on a des postes vacants, de nombreux postes vacants. Le taux de postes vacants est à un niveau qui a été rarement observé récemment. Et quand on regarde la distribution des postes vacants, qu'est-ce qu'ils demandent comme niveau d'éducation? Ce qu'on voit ici, donc la pointe de tarte que vous voyez ici, c'est qu'il y a environ 55 % des postes vacants qui demandent un niveau d'éducation soit secondaire ou moins que ça. Donc, quand on regarde cette pointe de tarte-là, on pourrait conclure que, donc, les besoins en éducation ne sont pas si élevés que ça. Donc, dans le fond, la pression sur le système d'éducation n'est pas si élevée que ça. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essayer de vous convaincre qu'en fait, c'est le contraire. Le fait qu'on a potentiellement un retard en éducation nous cause des problèmes et fait qu'on a besoin de plus d'employés avec des compétences un peu peut-être moins élevées. Donc, si on regarde, là, ici, je compare le Québec et le Canada et les États-Unis, pardon. On regarde le fossé qui s'est creusé entre le Canada et les États-Unis en matière d'investissement privé non résidentiel. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 2016, le fossé ne cesse de se creuser et pendant la pandémie, il s'est accentué. Donc, on investit de moins en moins, ce qui peut nuire à notre productivité. Puis de ce fait, étant donné qu'on n'innove pas, on a besoin de potentiellement plus de travailleurs non qualifiés, donc plus d'emplois très manuels là, qui ne sont pas remplacés par la technologie. Et ce qu'on voit par ailleurs en même temps, c'est que dans les PME, si on regarde le niveau d'éducation des dirigeants des PME dans les provinces canadiennes, on voit que les provinces des Prairies, de l'Atlantique et aussi le Québec ont un niveau d'éducation, un pourcentage de dirigeants qui ont un diplôme équivalent au baccalauréat ou plus, qui est seulement autour de 35 %, alors qu'en Colombie-Britannique, ça va être facilement 44 % et même 48 % en Ontario. Et ça, c'est intimement lié avec la capacité des dirigeants à investir, à innover. Donc, ce chapitre-là a été écrit par Gagné, Deslauriers et Paré, et dans le Québec économique. Vous pouvez aller le downloader si vous voulez pour avoir plus de détails. Et je vais vous montrer ce qu'ils trouvent, ces auteurs. Donc, ce qu'ils voient, c'est quand ils regardent les innovations recensées par les dirigeants au cours des 3 dernières années, ils voient qu'il y a un lien clair entre le niveau d'éducation des dirigeants et les innovations qu'ils vont mettre en place. Donc, la barre jaune et bleue, là, c'est les niveaux d'éducation plus élevés. Et vous voyez que dans les 4 types d'innovations, par exemple, innover un nouveau bien et service ou mettre en place une nouvelle méthode ou un nouveau procédé de production, on voit que plus le niveau d'éducation est élevé, plus la probabilité que les dirigeants aient dit avoir fait ces activités-là est élevée aussi. Donc, la capacité d'innover, de mettre en place des nouveaux processus est intimement liée à l'éducation des dirigeants. Donc, de ce point de vue-là, on a tout intérêt à favoriser l'accès à l'université aux dirigeants des entreprises pour qu'ils puissent eux-mêmes, par ailleurs, après, innover, puis essayer de répondre en partie aux besoins qu'on a et à la pénurie de main-d'œuvre. De manière générale, si on regarde le Québec par rapport au Canada, l'Ontario ou l'OCDE en termes d'éducation universitaire, on voit qu'on a quand même un retard marqué par rapport au reste du Canada ou aux pays de l'OCDE. Donc, le Québec, parmi les jeunes de 35 à 44 ans, 36 % de ces personnes-là vont avoir un diplôme universitaire. Comparativement, si on regarde, par exemple, dans l'OCDE, on va être près de 48 %. En Ontario, on dépasse le 41 %. Mais là, évidemment, vous allez me dire, « Ah oui, mais là, attention, il y a le cégep qui n'est pas pris en compte ici. » Effectivement, le cégep n'est pas pris en compte ici. Quand on prend le pourcentage d'éducation postsecondaire en incluant le cégep, le Québec, si on compare parfaitement avec le Canada et parfois même dépasse le Canada. Par contre, il est important de se rappeler que la formation du cégep et de l'université n'est pas la même. Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir les mêmes résultats non plus en termes de formation. Et on le voyait tantôt dans la diapositive précédente, plus le niveau d'éducation augmentait, plus la capacité à innover augmentait aussi.
Les rendements de l'éducation sont toujours présents. Donc, évidemment, il y avait eu cette théorie-là, plus il va y avoir de gens formés à l'université, bien, le rendement de l'éducation va finalement s'estomper parce qu'il va y avoir plus de travailleurs avec un diplôme universitaire. En fait, vous allez le voir, c'est pas ça qui se passe. Donc, les rendements de l'éducation sont toujours présents, tant pour les hommes que pour les femmes. Ici, ce que cette figure-là nous présente, c'est les trajectoires de revenus des personnes qui ont un baccalauréat ou bien un diplôme d'études secondaires, hommes ou femmes. Et cette figure-là provient de Montmarquette, Vaillancourt et Milord dans le Québec économique également. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à la fois pour les hommes et pour les femmes, la trajectoire de revenus est beaucoup plus élevée quand on a un baccalauréat que quand on a uniquement un diplôme d'études secondaires. Évidemment, quand on a 18 à 22 ans, il y a un petit crochet, là, parce qu'on est à l'école, mais après ça, ça rattrape et ça dépasse. Et ce qu'on voit en plus, c'est qu'au fil des années, ce que les auteurs démontrent dans ce chapitre en même temps, c'est que le rendement privé et social de l'éducation universitaire augmente à travers les années, et particulièrement chez les femmes. Donc, le bleu, c'est 2000 et le gris, c'est 2015. Donc, si vous comparez le bleu et le gris, le rendement social pour les femmes, qui est tout en haut, là, augmente à peu près de 12 à 17 %. Le rendement privé, lui, passe de 16 à 28 %, donc c'est quand même beaucoup. Pour les hommes, on voit aussi une augmentation, mais elle est moins élevée au niveau du rendement social. On passe de 12 à 13 %. Et pour le rendement privé, on passe de 15 à 17 %. Donc, le rendement de l'éducation universitaire s'accroît à travers le temps, contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre avec l'augmentation du nombre de personnes qui ont ce type de diplôme. Ce qu'on remarque aussi, qu'on a démontré dans le Québec économique avec Raquel Fonseca, Mélanie Fontaine et moi-même, c'est qu'il y a vraiment un gradient qui existe entre le revenu des gens et leurs compétences réelles observées, comme la numératie. Donc, ce qu'on voit, plus les compétences en numératie sont élevées, plus le salaire va être élevé. Donc, si vous comparez la ligne rouge, qui est les compétences très faibles en numératie, avec la ligne bleu foncé tout en haut, qui est les compétences élevées à très élevées, vous voyez qu'il y a vraiment une grande différence de salaire, tant pour les hommes que pour les femmes. Ce qui est intéressant, qui ressort ici à gauche pour les hommes, c'est qu'on voit une accélération du gradient pour les hommes. Donc, le gain salarial d'avoir des compétences élevées en numératie semble s'accentuer dans les 15 à 20 dernières années, ce qui suggère encore là que l'investissement en éducation pourrait avoir un effet positif sur notre économie, sur notre croissance et notre productivité. La bonne nouvelle, c'est que par rapport au reste du Canada, si on se compare, et ici, je vais me concentrer, ce sont la distribution des scores de numératie des adultes du Québec et du reste du Canada. Reste du Canada en rouge, Québec en bleu. Si vous vous concentrez sur les 35 ans et moins, là, qui sont les lignes pointillées, pas pointillées, les lignes avec les longs traits, vous voyez que la courbe du Québec domine complètement la courbe du reste du Canada. Ça veut dire que nos jeunes sont en général plus forts en numératie que les jeunes dans le reste du Canada. Et ce résultat-là est un miroir aussi des résultats PISA qu'on observe à 15 ans, où nos jeunes à 15 ans sont généralement plus forts partout sur la distribution, autant dans le bas que dans le haut, que les jeunes dans le reste du Canada. Donc, on a un bel avantage qui est là, mais je ne pourrais finir cette présentation sans vous aviser qu'il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a eu des fermetures d'écoles importantes qui sont venues fragiliser nos avancées, pas juste les nôtres. Partout dans le monde, c'est la même chose. Donc ici, ce que vous voyez, c'est les semaines de fermeture d'écoles à travers le monde. Et vous voyez que plus c'est rouge, là, plus les fermetures d'écoles sont importantes en nombre de semaines. Vous voyez le Canada en rose. On avait en moyenne à peu près 13 à 15 semaines de fermeture complète d'écoles et avec des fermetures chirurgicales là, tout au long des 2 dernières années. Et ça ne pourra pas ne pas avoir de conséquences si on ne fait pas des investissements pour pallier aux conséquences des interruptions scolaires. Donc, le FMI là, anticipe qu'une fois que ces enfants-là touchés par la pandémie vont rentrer sur le marché du travail, on peut s'attendre à une réduction du PIB d'environ 3 % pour la durée de leur présence sur le marché du travail, étant donné leurs plus faibles compétences. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Donc, au Québec, on a pu mesurer les effets de la pandémie sur les apprentissages des enfants de 4 ans grâce à une collaboration de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, du ministère de l'Éducation, des fonds de recherche du Québec aussi. Donc, il y a toutes sortes de personnes qui se sont alliées et finalement l'Institut de la statistique du Québec pour pouvoir réaliser ce projet-là. Ce qu'on a fait, c'est que, étant donné que les examens standardisés avaient été annulés en juin 2021,
on a contacté le ministère pour pouvoir administrer un examen standardisé auprès d'environ 12 000 enfants de 4e année. Et on a repris la même épreuve qu'en 2019. Donc, on compare vraiment des pommes avec des pommes. C'est l'épreuve du texte courant qui a été administrée auprès des enfants de 4e année. Et ce qu'on voit ici, ce que vous voyez, les petits ronds, c'est 2019 et les triangles, c'est 2021. À gauche, vous avez les élèves les moins performants, donc les déciles les plus bas. Et en haut, vous avez les élèves les plus performants à droite, donc les élèves des déciles supérieurs. Et ce qu'on voit, c'est que les élèves qui sont forts sont encore forts aujourd'hui. Donc, ils vont bien. Il y a beaucoup d'élèves qui s'en sont très bien sortis et qui réussissent encore bien aujourd'hui. Par contre, si on regarde dans le bas de la distribution, c'est là que les écarts se creusent. Et ça, c'est pas une surprise. On le savait que ça allait faire ça. On connaissait la littérature sur les fermetures d'écoles. Il y avait beaucoup d'articles scientifiques qui avaient été écrits avant sur d'autres types de fermetures d'écoles. Et on savait que les fermetures d'écoles allaient creuser les écarts d'apprentissage. Ce que ça montre, ça montre deux choses. Un, il faut s'inquiéter, puis il faut faire quelque chose. Deux, ça montre aussi que le système d'éducation est en fait très efficace pour réduire les inégalités. Donc, il y a une bonne nouvelle dans cette figure-là, c'est-à-dire que quand les écoles fonctionnent comme elles devraient, quand ils sont ouverts, que les enseignants peuvent faire leur travail comme il faut, ils réduisent les inégalités de performance entre les élèves. Mais quand ça, c'est pas possible, les écarts se creusent, et c'est aussi vrai pour les garçons que pour les filles, mais évidemment, les écarts se sont creusés un peu plus pour les garçons. Pourquoi c'est arrivé, ça? Il y a plusieurs raisons. Il y a des retards d'apprentissage réels qui sont là. Il y a une baisse de motivation scolaire aussi qui peut faire que quand on passe le test, on est moins motivé, on se concentre moins. Et il y a aussi le contexte du test, évidemment. Le test n'était pas obligatoire en 2021, il l'était en 2019. Mais selon nos discussions avec le ministère de l'Éducation, quand ils font les pilotes, les tests, là, ils testent leurs tests avant. Ce qu'ils observent, c'est que des fois, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Quand le test n'est pas obligatoire, parfois les élèves réussissent mieux, parfois ils réussissent moins bien, donc on ne peut pas anticiper le sens du biais. Par contre, je peux vous dire avec certitude qu'il y a des études internationales qui ont vraiment comparé des tests standardisés dans un contexte de tests obligatoires avant, après la pandémie, et on voit des pertes d'apprentissage partout. Les meilleures études se font en Belgique et aux Pays-Bas, et les écarts se sont creusés, et ils se sont creusés encore plus, parfois même 2 ans après la pandémie. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Qu'est-ce que les parents ont vu? Confirme ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que les parents ont vu que la motivation scolaire avait diminué. Donc, on a contacté les parents de nos enfants de 4e année, là, et environ un petit peu moins que la moitié, tant les parents à faible revenu que les autres, vont dire que la motivation de leurs enfants a diminué. Donc, la pandémie a eu des effets négatifs sur la motivation scolaire, et la pandémie a eu aussi certains effets négatifs sur leurs résultats scolaires. Donc, ils observent à la fois les effets sur la motivation et sur les résultats. Donc là, vous allez me dire, oui, mais comment ça, le taux de diplomation au secondaire a augmenté pendant la pandémie? Oui, en effet, le taux a augmenté. Donc, il a augmenté d'environ 5 points de pourcentage en 2020-2021. Mais je vous dirais que c'est un mirage de la diplomation. Donc, c'est pas que les élèves ont mieux appris, qui savaient plus de choses, donc ils ont mieux réussi, donc ils ont obtenu leur diplôme, c'est que les exigences avaient été modifiées et qu'il y avait toutes sortes de critères qui étaient appliqués pour donner le diplôme d'études secondaires. Et les épreuves standardisées, vous le savez, n'ont pas eu lieu. Ce sont les épreuves qui, normalement, servent à la sanction, qui permet d'obtenir le diplôme d'études secondaires. Donc, malgré le fait que vous pouvez voir en ce moment que la diplomation augmente, il ne faut pas se leurrer, là, les apprentissages diminuent, la motivation scolaire, dans certains cas, pour certains, diminue, et les écarts préexistants entre les garçons et les filles ou entre les gens à statut socio-économique plus élevé et moins élevé se sont accentués. Donc, je pense que ce qu'il faut faire en ce moment, c'est de réaliser ça puis d'utiliser l'effet de levier de la secousse pandémique, c'est-à-dire de se mobiliser face à ce qui nous est arrivé pour investir plus stratégiquement en éducation. Donc, il y a moyen de mettre des choses en place qui vont fonctionner. Le tutorat, l'approche qui est choisie par le gouvernement du Québec est la bonne approche. Le tutorat est une des méthodes les plus efficaces pour résorber des écarts s'il est bien fait. Et il y a des paramètres que le ministère connaît pour bien faire le tutorat. Donc, on ne fait pas le tutorat n'importe comment. Il y a une revue scientifique il y a plusieurs articles scientifiques qui ont été faits là-dessus. Et
il faut suivre et mettre en place des mécanismes de suivi de nos investissements pour savoir si ça fonctionne ou pas, mesurer l'impact de nos investissements ou de nos interventions sur les enfants en favorisant l'accès aux microdonnées de l'éducation aux chercheurs. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites, puis promouvoir l'éducation en général pour améliorer la persévérance scolaire, la réussite. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut miser. Mon temps est écoulé, je vais arrêter, mais on peut continuer à parler après. Oui, pas de problème, on pourra continuer, effectivement. En tant qu'animateur, je vais me donner le privilège de poser la première question, qui est peut-être en deux volets, donc je vais peut-être y aller pour une question chacun, en même temps, mais toujours sur le même thème. Puis je veux revenir sur notre thème, toujours en route vers les élections comme tel. Donc, on sait que les gouvernements, actuellement, il y a quand même des choses qui sont en place. Il y a des incitatifs. On sait que pour les travailleurs expérimentés, il y a des crédits d'impôt à la fois pour les travailleurs, à la fois pour les entreprises, etc. Donc, il y a des éléments qui sont déjà en place qui permettent justement... Puis il y a des programmes pour l'innovation, pour la numérisation, etc. De ton côté, Sylvie, est-ce que vous avez je dirais, comme un feedback des entreprises pour dire, est-ce qu'il y a des incitatifs supplémentaires qu'on pourrait mettre en place ou qui pourraient être utiles aux entrepreneurs pour aider justement à les aider à passer à travers ce problème de pénurie de main-d'œuvre? Est-ce que les entreprises vous parlent de certaines choses, de certains éléments? Oui, comme je disais dans ma présentation, on fait des enquêtes auprès des entrepreneurs là, de façon régulière, à tous les trimestres. Et puis, on a lancé au printemps le programme canadien d'adoption du numérique. C'est un programme fédéral dans lequel la BDC participe beaucoup, mais il y a aussi un programme au provincial qui est très bien implanté puis qui est très bien structuré. Il y a beaucoup de programmes. Est-ce qu'on doit ajouter aux incitatifs actuels? Je ne suis pas certaine. Le programme canadien d'adoption du numérique, c'est un programme de subvention, mais c'est un programme qui débute par le développement d'un plan d'adoption du numérique. Donc, un peu comme ce qu'on fait à la BDC, dans le fond, là, on a un volet service-conseil et un volet financement, mais le volet service-conseil arrive souvent en premier. Et c'est lié à un volet formation, dans le fond. C'est qu'on travaille avec les entrepreneurs et les équipes de dirigeants dans les PME en place pour s'assurer qu'il y ait une vision de leur entreprise sous une forme numérique. Un modèle d'affaires numérique, ça pourrait ressembler à quoi par rapport à où ils sont actuellement? Fait qu'on fait des diagnostics et ça répond directement à ce que les entrepreneurs nous disent qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'argent, oui, dans le contexte actuel. Donc, le volet financier, dans le contexte de ce programme-là, c'est une subvention, d'une certaine façon. Mais le volet accompagnement est vraiment très, très important, bien structuré. Puis c'est la même chose au gouvernement du Québec. Mais il faut absolument développer son modèle d'affaires, sa vision. Et les entrepreneurs ont besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans leur entreprise, quelle va être l'implication, le comment faire. C'est vraiment très, très important parce que c'est pas évident. Ils ont besoin de tester aussi différentes technologies pour ensuite savoir comment sélectionner la bonne technologie, comment mettre ça en place là, de façon intégrée pour que ça fonctionne. Donc, il y a un volet là, d'éducation que nous, on appelle service-conseil, là, vraiment très, très important. Donc, c'est pas nécessairement de l'argent qu'ils ont besoin, c'est vraiment d'avoir au moins un appui de formation, de développement, des choses comme ça. Mais dans le contexte de la PME, l'argent est important aussi parce qu'ils ont moins de ressources, puis on le sait, les investissements, ça coûte de moins en moins cher, le numériser, quoi que ça dépend ce qu'on fait, dans quel secteur, mais ils ont moins de ressources qu'une grande entreprise pour investir là-dedans. Ils sont en concurrence directe. Donc, l'argent n'est pas quand même à mettre de côté. Là. C'est important, le crédit d'impôt, oui, tout à subvention, fait. Oui, ils sont ou prêt à terme. Là. OK. Dans le même ordre d'idée, Catherine, on parle d'éducation, puis je trouve ça très important parce que tu as fait vraiment un beau lien entre la productivité puis l'innovation, l'éducation chez les entrepreneurs, etc. Il y a vraiment un beau lien qui a été fait. Mais l'éducation, c'est souvent à long terme. Hein? Puis c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre, on est dedans. Là, puis c'est les 10 prochaines années. Là, ben, à court terme, y a-t-il des choses? Puis là, je te pose la question très large là, en éducation, en formation. Puis j'irais peut-être même jusqu'aux places en garderie. Je veux dire, est-ce qu'il y a des éléments à court terme qu'on peut mettre en place? Justement, tu as parlé de programmes, d'investir dans des programmes, etc. Est-ce que tu as des exemples autres que le tutorat qui pourraient être mis en place pour favoriser justement l'adaptation ou aider les entrepreneurs à passer à travers cette pénurie de main-d'œuvre? Bien, il y a comme ça va dans deux sens, OK? Parce que l'éducation, effectivement, c'est un investissement à long terme. Fait que si on a une vue de courte durée,
on aurait comme le goût de retirer nos jeunes du système d'éducation pour combler la pénurie de main-d'œuvre que j'ai montré, la pointe de tarte, là. C'est donc bien tentant d'aller chercher nos jeunes puis d'aller remplir les postes. Mais je pense que ça serait une grosse erreur de faire ça. Je pense qu'on aurait tout intérêt à valoriser l'éducation, à augmenter l'âge obligatoire pour rester à l'école, pour s'assurer qu'ils complètent leur diplôme d'études secondaires et qu'après, ils rentrent sur le marché du travail. Parce que l'impact de se retirer, de pas finir son diplôme, est non négligeable. Donc, on va le payer à long terme si on ne le fait pas maintenant. Donc, bien qu'on ait le goût de prendre un petit raccourci, je pense qu'on devrait se gêner énormément de faire ça et trouver d'autres moyens via les dirigeants des PME, via ce qu'on nous racontait, les exemples de la BDC, pour accompagner les dirigeants des PME actuels pour qu'ils trouvent d'autres solutions que d'aller chercher les jeunes à l'école pour remplir les postes en ayant des solutions technologiques qui permettent de faciliter leur vie, de réduire leurs besoins en main-d'œuvre. Donc, je pense que des organisations qui sont près des employeurs sont les mieux placées pour offrir des formations qui leur permettent de vraiment changer leur façon de faire et réduire leurs besoins en main-d'œuvre. Le système d'éducation est plus un système de longue durée. Il peut accompagner un peu, là, il y a des choses qui se font dans les cégeps, à l'université aussi, mais je pense que des organismes comme la BDC sont aussi extrêmement importants pour accompagner les gestionnaires de PME pour pouvoir faire ça. Donc, il faut préserver nos jeunes pour qu'ils continuent dans le système tel qu'il est, même si on a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre, et qu'on appuie les dirigeants d'entreprise pour qu'ils trouvent d'autres façons de régler leurs problèmes et de travailler autrement pour être peut-être plus efficaces, ce qui va nous servir à long terme parce que les problèmes démographiques, là, c'est pas dans 10 ans que ça va être fini, là. Ça va durer longtemps, donc on a tout intérêt à augmenter notre productivité puis à pouvoir travailler avec moins de personnes qu'avant. OK. Justement, j'ai une question. On demande est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont faites pour connaître pour faire le suivi des nouveaux investissements comme le tutorat, par exemple. Est-ce qu'on fait des enquêtes? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'on le fait dans le temps? Parce qu'on a beau mettre des programmes en place, mais aussi, il faut toujours, c'est même dans le gouvernement, c'est toujours comme ça, il faudrait toujours vérifier si les programmes fonctionnent. Oui. Est-ce que ça existe, des enquêtes dans ce sens-là? En fait, premièrement, au Canada, on est très mal outillés au niveau de l'éducation en général puis du suivi de l'éducation. Au Québec, je vous dirais que malgré le fait qu'on n'est pas parfait, on est vraiment meilleur. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font via l'Institut de la statistique du Québec pour suivre le bien-être de nos jeunes, comment ils vont, etc. Mais c'est sûr qu'une initiative comme le tutorat, là, c'est très dur à suivre parce qu'il faut comprendre que le ministère de l'Éducation n'a pas de mainmise sur... Il envoie l'argent, mais il ne peut pas vraiment dire ni exactement comment l'utiliser, ni savoir exactement qu'est-ce qui a été fait ou pas. Donc, il y a des projets de recherche qui sont en cours pour essayer de combler ce trou-là, si on veut, mais c'est pas si facile que ça de savoir qu'est-ce qui se fait dans les milieux. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on développe notre culture de données en éducation. Les centres de services scolaires collectent énormément de données qui, par ailleurs, ne sont ni accessibles au ministère de l'Éducation ni aux chercheurs. Et ça nous empêche de bien fonctionner et de mesurer les impacts des différentes choses qui se mettent en place et par le ministère et par les milieux, des fois. Donc, il faut vraiment que les données des centres de services scolaires, il faut que ça devienne quelque chose qui soit accessible, pas juste aux centres de services scolaires, mais aussi au ministère et aussi aux chercheurs pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe puis savoir si ce qu'on fait, ça fonctionne. Sinon, c'est impossible. Non, ça, c'est impossible, effectivement. J'ai une question ici qui est assez large aussi. C'est que, est-ce qu'on sait qu'est-ce que, dans d'autres pays qui ont grosso modo les mêmes problèmes ou de population, de vieillissement de la population, est-ce qu'on a quelque chose à apprendre de ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas si au niveau de la BDC, vous avez fait des enquêtes ou des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a des solutions qui ont été mises en place dans ces pays-là qui font en sorte que, ça serait peut-être intéressant de rapatrier ces solutions-là et de mettre ça en place ici? Est-ce que vous avez fait un survol de ce qui se passe ailleurs? On regarde quand même ce qui se passe ailleurs. Ce qu'on réalise, c'est que ce qu'on vit au Québec, ça s'est vécu ailleurs en premier lieu. Notamment, on pense au Japon, on pense en Europe. Puis... c'est une des raisons pour lesquelles, au Québec, au Canada, via la BDC, on favorise la substitution du travail pour le capital et l'accroissement de la productivité. Là. Puis nous, on fait beaucoup d'analyses là, sur la productivité, puis l'impact de la productivité, puis on voit que c'est les entreprises les plus productives qui tirent le mieux leur épingle du jeu. C'est celles qui sont capables de passer de petite à moyenne, de moyenne à grande. Puis ça, c'est dans tous les pays là, de l'OCDE. Oui, tout à fait. Mais je regardais, je pense que c'est Catherine qui avait une présentation, un diapo là-dessus, sur les investissements des entreprises.
qui sont quand même relativement faibles, qui sont comme pas nécessairement très élevés. Puis là, c'est sûr qu'on peut se poser la question, c'est difficile d'investir quand tu ne sais pas si tu vas avoir de la main-d'œuvre pour travailler dans ton usine ou dans tes nouvelles machineries. Mais d'un autre côté, il faut le faire. C'est un peu comme, pas une contradiction, mais je veux dire, les entreprises ont de l'air d'avoir de la difficulté à vouloir investir, à dépenser de l'argent justement pour mécaniser, numériser. Donc, raison de plus pour insister sur ces questions-là, et déployer des programmes. On l'a vu dans une enquête là, que j'ai présentée, là, dans une statistique, c'est seulement 10 des PME qui ont adopté davantage de numérisation, d'automatisation. Donc, effectivement, les entreprises hésitent parce qu'ils ne savent pas nécessairement comment faire, parce qu'on est une économie de PME avec moins de ressources aussi. Donc, il faut vraiment les outils, mais c'est inévitable, c'est vers là qu'on s'en va. Puis quand on regarde des comparaisons internationales, il faut faire toujours attention aussi parce que la composition industrielle a un impact très, très important sur les écarts. Parce que la chute qu'on voyait là, dans la statistique, là, on ne l'a peut-être pas à l'écran, mais c'est aussi le choc pétrolier. Donc, les investissements beaucoup plus faibles dans le secteur pétrole et gaz. Là, et la structure industrielle américaine, elle est différente aussi. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de... faut prendre ça des fois avec des... c'est très difficile, les comparaisons internationales. Oui, il faut vraiment être plus dans le fond, des choses. C'est pourquoi il y a des différences, puis après puis l'investissement... Nous, quand on fait des enquêtes, on l'a fait de façon... maintenant, 2 fois par année, on a réduit un peu la cadence, là, mais dans les derniers mois, là, avant le début de la hausse des taux d'intérêt, là, les investissements étaient en hausse quand même. Ce que ça prend, c'est davantage d'investissements dans les intangibles, là, pas nécessairement... Ce que ça mesurait, je pense, c'est les investissements tangibles aussi, là. Mais c'est toute la question des intangibles qui est très, très difficile à mesurer parce que ça passe à la dépense, souvent. Donc, l'investissement en formation, très difficile. Justement, je travaillais avec Statistique Canada, puis je fais sortir des statistiques sur pour comparer les 10 d'entreprises de PME les plus performantes versus le reste, leurs investissements en formation, leurs investissements en machinerie équipement, en TIC, tout ça. Puis il faut toujours prendre ces données-là avec des pincettes. C'est pas évident, ça passe à la dépense. Puis on a fait beaucoup d'analyses macroéconomiques aussi pour regarder les investissements en intangibles. Là aussi, c'est très difficile à faire au niveau des données macroéconomiques. Puis on a organisé un forum, une conférence avec la Banque du Canada. On a invité des gens de l'OCDE aussi pour regarder cette question-là. Puis c'est clair qu'il faut augmenter les investissements en intangibles, en innovation, mais on a beaucoup de difficultés à mesurer qu'est-ce qui se passe exactement. Exactement. Chose certaine, la taille des entreprises a un impact important. Donc, les grandes entreprises ont souvent plus... ont plus de ressources. Plus de ressources pour aller vers l'innovation, pour aller vers la mécanisation, pour aller vers... Puis ce qu'on a... Souvent, c'est les marchés internationaux aussi, souvent, qui sont plus en compétitivité, donc ils ont plus d'incitatifs à le faire. Oui. Ce qu'on a vu pendant la pandémie, il y a eu une recrudescence des fusions-acquisitions. Et pour des raisons d'investissement en technologie. Pour s'accaparer des travailleurs aussi. Ça a toujours été important, cette raison-là, d'acheter une autre entreprise, mais l'importance a cru. Et aussi pour s'accaparer des nouvelles technologies, des plateformes web, parce que ça prend plus de ressources. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Tu sais, si la taille des entreprises, s'il y a plus de fusions-acquisitions, un peu, la taille des entreprises augmente un peu, bien, c'est plus de ressources pour automatiser, pour numériser. Puis j'imagine que les entrepreneurs sont vieillissants aussi au Québec. Donc, à un moment donné, soit tu vends, soit que tu arrêtes, ou tu... Donc, ça favorise les fusions, les acquisitions, etc. Parce que... Puis tu as tous les jeunes qui ont un autre mindset. On le voyait aussi, on avait des statistiques par âge, là, puis les jeunes font beaucoup de fusion-acquisition, puis... plus dynamique, ça. C'est ça. Il y a des patterns différents dépendamment de l'âge, et ce sont peut-être des entrepreneurs peut-être un peu plus avisés que les générations précédentes, puis qui ont peut-être une meilleure littératie financière aussi, puis ils ne voient pas l'entrepreneuriat de la même façon. C'est intéressant. Ah, il y a de l'espoir. Ils vont acheter, puis ils vont... c'est pas nécessairement... un phénomène en forte croissance, mais ils vont acheter dans le but de vendre. Ils n'ont pas un horizon temporel aussi grand que d'autres entrepreneurs de d'autres générations, des baby boomers, par exemple. OK. J'ai une question qui effectivement est intéressante. On se demande pour l'innovation, c'est quoi qui est le mieux, la littératie ou la numératie? Ah, c'est une grande question, hein?
J'ai pas de compétences scientifiques là-dessus. Je sais pas honnêtement ce que la littérature scientifique dirait sur ça. Intuitivement, je dirais que dans le contexte actuel, je pense qu'il faut avoir une base de littératie pour pouvoir lire et se mettre au courant de différentes choses. Mais le type de technologie dont on parle, c'est des technologies via l'ordinateur, tout ça, qui demande souvent une logique mathématique, donc des compétences en numératie. Donc, je serais portée à croire que les compétences en numératie sont légèrement plus importantes. Quand on le regardait là, dans le Québec économique par rapport aux revenus, les compétences en numératie ressortaient un peu plus que les compétences en littératie, mais les deux étaient présents. Donc, je pense pas qu'il y ait... Si on a juste une ou juste l'autre, ça va bien. Je pense qu'il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux, effectivement. Oui. Je pense qu'effectivement, c'est... j'ai une question ici. On demande, est-ce qu'on a changé des formules de temps partagé école-travail? Puis là, je reviens à ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on voudrait augmenter la productivité, donc on veut pousser l'éducation, donc on veut que les jeunes restent à l'école le plus longtemps possible, qu'il y ait plus d'études, plus de diplômes, de meilleurs diplômes. De l'autre côté, les entreprises, ils cherchent des jeunes travailleurs. On le voit, hein? On avait même dans le sondage que l'entreprise cherche à avoir des travailleurs, mais les travailleurs, ils veulent les avoir jeunes, le plus jeunes possible. Donc, il y a comme un danger. Ça va un peu qu'à contresens. Il y a comme peut-être un danger de ce côté-là. Donc, la question, je la trouve intéressante, parce que ce qu'on a pensé des formules de temps partagé entre école-travail qui pourrait être un peu une solution mitoyenne entre les deux? Bien, en fait, je dirais, certainement à l'université, ça existe. Là. C'est pour ça que les cours, entre autres, à l'université, maintenant, durent 3 heures et c'est pas plusieurs petits cours d'1 heure, justement pour permettre la condensation des heures d'apprentissage pour que les autres heures, il y ait des gros blocs d'heures disponibles pour faire d'autres choses, donc, entre autres, possiblement travailler. Donc, l'horaire des universités a été revu là, dans le temps, entre autres, à cause de ça. Et il y a aussi les cours en ligne, maintenant, qui sont offerts, qui permettent de faire certains cours à différents moments. Donc, il y a certainement une ouverture là. Puis, il y a des programmes coop aussi où les élèves vont être... pendant une session, ils vont être à l'université. L'autre session d'après, ils vont être avec l'employeur. Donc, on voit ça beaucoup, entre autres, à l'Université de Sherbrooke. Donc, le milieu universitaire, puis je dirais ça, probablement aussi le milieu du cégep est structuré comme ça. Au secondaire, j'aviserais de ne pas du tout ouvrir la porte à ça. Je pense que ça serait une catastrophe de faire ça. Donc, les employeurs, vous pouvez les employer l'été, mais durant l'année scolaire, s'il vous plaît, laissez-les étudier. Donc, bien, peut-être que... Est-ce que, effectivement, je pense que tu en parlais tantôt, est-ce qu'il faudrait peut-être resserrer les normes, justement, parce qu'il semble avoir une tendance... On a tous vu à l'épicerie des gens qui ont 13 ans, 14 ans. Donc, il y a quand même un danger, là. Est-ce qu'on a pensé peut-être à resserrer les règles, justement, pour éviter qu'on perde ces jeunes-là qui... C'est quand même attirant, des salaires intéressants à cet âge-là, d'avoir des salaires de 15 000 $. Moi, je pense qu'on est vraiment dû pour changer notre âge obligatoire pour qu'il soit cohérent avec le temps que ça prend pour compléter un diplôme d'études secondaires. Donc, on doit relever l'âge obligatoire. C'est pas une recette magique, mais ça envoie un signal à la population qu'on valorise l'éducation et qu'on veut que nos jeunes la terminent. Donc, je pense que ça, c'est important qu'on change ça. On n'a pas de loi sur l'âge minimum pour travailler au Québec, ce qui est quand même fait sourciller beaucoup de personnes en dehors du Québec. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce que des jeunes travaillent quelques heures la fin de semaine ou certainement pas durant l'été, mais je pense que les employeurs doivent avoir une éthique humaine et ne pas employer ces jeunes-là durant les jours d'école puis durant les heures d'école. Donc, je pense que ça serait plate qu'on ait à mettre une règle en place pour que les gens respectent ça. Je pense pas qu'on a besoin d'aller là. Je pense que les gens sont assez conscients qu'il faut pas faire ça. Mais relever l'âge obligatoire, je pense que ça nous aiderait énormément. On laisse au bon sens, finalement, les employeurs de gérer ça comme tel. J'ai une autre question aussi sur... parce qu'on a parlé d'innovation, on disait, les entreprises investissent pas beaucoup, etc. Bon, il y a un problème peut-être d'argent, bien, c'est important, mais il existe quand même beaucoup de programmes qui existent, là. Est-ce que ces programmes-là, parce qu'ils sont... On parle aussi des investissements qui sont plus faibles ici, en tout cas, qui ne sont pas très importants comparativement à d'autres pays, pour améliorer la productivité. Est-ce que ces programmes-là, est-ce qu'ils sont utilisés? Est-ce qu'ils sont trop complexes? Est-ce qu'il y a des services, en fait, l'aspect service conseil là-dessus, est-ce que c'est important de dire que vous voyez, entreprise, bien, vous avez tel programme, puis est-ce qu'ils sont vraiment utilisés, ces programmes-là, ou c'est trop compliqué? Justement, quand j'ai regardé les statistiques que Statistique Canada m'a fournies en comparant les entreprises les plus productives, les autres, ça, j'ai demandé des données sur l'utilisation du crédit d'impôt pour l'innovation, le SHRED qu'on appelle. Oui, tout à fait. Puis
Encore une fois, il faut faire attention. Il y a peu d'entreprises qui l'utilisent, puis les données sont un peu moins fiables, mais c'est très, très faible. Je ne m'attendais pas à ça. C'est en bas de 2 là, des entreprises qui vont demander un crédit d'impôt à l'innovation. 2 le shred en particulier, dans les données disponibles, c'est des données fiscales. Sauf que, ça sous-estime probablement les investissements en innovation, mais souvent, ça passe... c'est parce qu'ils ne prendront pas le temps de remplir la paperasse. Puis il y a une lourdeur administrative importante. Puis même que nous, à la VDC, on offre des services conseils qui doivent payer pour se prévaloir du crédit d'impôt. Donc, parce que c'est compliqué, parce qu'ils n'ont pas le temps. C'est un peu comme un cercle vicieux, parce que je voyais que tu disais que les entrepreneurs passent beaucoup plus d'heures qu'avant dans leur entreprise, justement, à gérer parce qu'ils ont un problème de main-d'œuvre. Donc, ils sont suroccupés, comme on dit. Donc, ils n'ont pas le temps de passer à travers tout le processus, d'avoir de l'aide pour c'est ça. Donc, c'est un peu... Se prévaloir des programmes, des crédits d'impôt, des fois, ça demande... ils le savent leur comptable aussi, là, mais il faut monter la documentation. C'est une lourdeur administrative additionnelle qui, dans le contexte actuel, là, on parle de problèmes de chaîne d'approvisionnement. Je dirais que dans les enquêtes qu'on fait, ce qui est encore plus important, c'est la hausse des coûts d'opération. Encore plus important que la pénurie de main-d'œuvre, qui est top of mind, comme on dit en bon français pour les entrepreneurs actuellement. C'est l'inflation. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup d'enjeux à gérer actuellement. Le contexte est encore difficile, malgré que la demande est forte, puis ça va bien aussi, là. Donc, puis je veux juste rajouter concernant la formation, l'alternance, ta question sur l'alternance. École, travail, oui, c'est ça. Ce qu'on voit dans l'offre de service, là, j'ai parlé quand j'ai parlé des stratégies les plus efficaces, dont le salaire, rémunération globale, flexibilité et tout, ça fait partie de l'offre de service aussi qu'on observe chez les entrepreneurs, c'est que pour garder leurs travailleurs, ils vont leur permettre davantage de faire des formations, puis ça peut inclure des formations à l'université ou autre, là, pendant les heures de travail. Donc, ça fait partie du package, là, aussi, de plus en plus. Regarder à l'inverse, tu as l'employé, tu veux qu'il se fasse former. Tu veux le garder, puis l'employé, il veut progresser. Il ne peut pas nécessairement dans le contexte d'une plus petite entreprise, mais garder des mêmes fonctions, mais se perfectionner, ça fait partie des attraits. Des éléments de rétention, c'est ça? Des éléments de rétention et des attraits. Et c'est de plus en plus offert aussi, là. OK, ça, c'est intéressant parce que ça complète, c'est un peu ça va vers l'éducation, puis c'est vraiment un mix super intéressant. Donc, je voudrais juste rajouter aussi, c'était intéressant, la statistique sur le lien entre la formation des entrepreneurs et l'innovation, mais ça se répercute dans toutes les autres sphères de performance de l'entreprise. Les entrepreneurs les plus éduqués, qui ont des bacs, des maîtrises, des études universitaires, il y a un lien direct entre ça et la performance. Au niveau de la croissance des ventes, de la profitabilité, de la compétitivité, il y a un lien vraiment important. Puis, je voudrais juste faire un mythe. Si on regarde la distribution de l'éducation entre les entrepreneurs et les salariés, les entrepreneurs ne sont pas sous-éduqués, ils sont un peu plus même éduqués que la moyenne. Je ne sais pas si tu as vu ça dans cette enquête-là, mais la proportion, je ne me souviens pas du chiffre, mais la proportion d'entrepreneurs qui ont justement des études universitaires, elle est plus élevée dans ce groupe-là que dans la population québécoise en général. En général. Canadienne en général. OK. Oui, donc, les entrepreneurs sont un petit peu plus éduqués que la moyenne. Et ceux qui sont plus éduqués performent beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ils sont dans d'autres secteurs d'activité aussi, plus... les services professionnels, les technologies, dans des secteurs qui vont bien aussi, là. Il faut corriger pour les secteurs d'activité, mais il y a un lien vraiment intéressant à faire entre la performance, la formation des entrepreneurs et la performance des entreprises, donc de la performance de notre économie aussi, là. Il y a vraiment un lien tellement important entre l'éducation. Vraiment, c'est tellement important pour l'ensemble de l'économie au bout de la ligne, parce que on parle de nos entrepreneurs, on parle de nos travailleurs, on parle de notre productivité. Oui, donc, c'est vraiment... Si on regarde ce chiffre-là, les chiffres que moi, je présentais pour les entrepreneurs, c'était tous les entrepreneurs. Pour le niveau d'éducation, je regardais seulement les jeunes, puis le pourcentage était presque équivalent là, dans les deux cas. Mais effectivement, si on prend toute la population, ça serait différent, ce qui veut dire qu'il laisse anticiper que nos entrepreneurs devraient être
de plus en plus éduqués. C'est ça, exactement. Oui, donc moi, j'avais tous les entrepreneurs, les jeunes et les moins jeunes, tandis que dans la statistique de l'éducation, où je comparais le Québec versus les autres, là, on était dans les 25 à 44 ans là, de mémoire, donc c'était nos plus jeunes. Et là, les pourcentages étaient similaires. Donc, plus ils vont arriver sur le marché du travail, plus ils vont être formés. Et c'est que la formation universitaire est une formation qui apprend à réfléchir. Tu vois un problème. Oui. Qu'est-ce que tu fais avec ce problème-là? Puis on ne te donne pas la réponse parce qu'on veut que tu réfléchisses. Puis des entrepreneurs, c'est ça, c'est qu'il n'y en a pas de réponse toute faite. Il faut qu'ils réfléchissent par eux-mêmes puis qu'ils arrivent à des solutions. Donc, la formation universitaire te confronte à ça quotidiennement. Puis éventuellement, bien, ça peut peut-être aider, à, une fois rendu sur le marché du travail, à ne pas être paralysé quand ça arrive puis à innover. Bien, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. On est à la fin, il est presque 13 heures. En fait, il reste 20 secondes avant 13 heures. Donc, je vous remercie énormément. Vous avez été vraiment très intéressante, soulevé d'excellents points. Je pense que ça va alimenter justement la réflexion des auditeurs, justement, en vue des prochaines élections pour discuter des grands enjeux, justement, de finances publiques et de la société québécoise comme telle. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment très gentil à vous. Alors, je voudrais aussi remercier nos partenaires financiers, qui est l'Association de planification fiscale et financière, la PFF, ainsi que nos partenaires de diffusion, qui sont l'Association des économistes québécois, le Cercle Finance du Québec, Cyrano et les comptables professionnels agréés. Je vous rappelle donc que notre programme en route vers les élections du Québec 2022 des enjeux de finances publiques se poursuit avec 2 autres conférences, dont la prochaine aura lieu le 8 juillet. Pour faire un état des lieux sur les enjeux économiques et de finances publiques, 2 sujets qui sont encore intimement reliés entre eux. Et une autre midi-conférence qui nous parlera des meilleures pratiques pour la présentation des programmes électoraux et des cadres financiers comme tels. Et le tout va le tout va culminer par un débat électoral en septembre prochain avec la participation des principaux partis politiques. Alors, vous pouvez d'ailleurs déjà vous inscrire à ces midi-conférences-là et au débat en allant sur le site de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Et vous pourrez également y voir les conférences qui ont déjà eu lieu. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup à vous. Merci.